Mais voyons donc, c'est qui ça, l'antipode? Et on est de retour. On vous présente un deuxième vidéo avant notre programme principal qui parle encore une fois du langage de la propagande. Un petit 18 minutes. On va essayer de faire ça plus rapide que. Mais tout à l'heure, à taper, on a fait. Là, on vient de faire 2 heures avec. Ouais, mais Ben, tu sais, ben, faut pas oublier non plus qu'il y ben, avait il y avait le 1 heure et waiting demie. room, puis Ouais, c'est l'introduction, ça, puis c'est tout ça. le On, kit. on vient de faire 1 heure et demie avec 9 minutes. Fait que 18 minutes, on devrait être pas pire pour faire ça en bas d'1 heure. Là. C'est ça. Hein? Ça va nous permettre de faire connaissance avec, notre interlocuteur, en fait, Dan Olson, qui est le créateur du vidéo principal qu'on va regarder. C'est un vidéo qui date quand même un peu plus, c'était avant qu'ils se mettent à faire des vidéos très longs et très, OK. séminales, là, mais c'est quand même bien parce que je pense que ça fait justement bien un lien entre qu'est-ce qu'on vient de regarder puis, le vidéo qui s'en vient parce que ça parle justement de la façon la propagande se produit, puis que la propagande se reproduit, en fait, au travers du myth-making auquel nous-mêmes on participe. Parfait. Bref. Écoute, moi, c'est le genre de gogos qui me passionne généralement. Fait que, écoute, moi, je te dirais que ça, c'est un vidéo que moi, j'espérais vraiment qu'on ait le temps de regarder à soir. Là, ça me tente, ça, au bout. Là. C'est un brin d'analyse médiatique aussi, Ça on m'interpelle, n'en là. on en fait pas beaucoup. Effectivement. This one is by popular request. So, Triumph of the Will and the Cinematic Language of Propaganda. Triumph of the Will is not a triumph of filmmaking. I just want to lay that out before we even start. Chances are good that you're familiar with Triumph of the Will by reputation, but have never actually watched it beyond referential clips, and a sizable portion of that reputation is in its value as an advancement of the art of filmmaking. This is propaganda. Like, that belief is in and of itself propaganda. Nazi sympathizers spent a lot of time between the film's release in 1935 and the war promoting the idea of Triumph of the Will as an advancement of filmmaking. It was an intentional message to promote Nazi state art as superior, to suggest that the Nazi mechanism could produce better, more proficient art than the artists the Nazis were busy throwing in jail. It is, Propaganda and however, propaganda. not a triumph of filmmaking. Ah, It is a une triumph petite of pause budget. là-dessus. None of the ideas or techniques. Je veux vraiment mettre de l'emphase là, sur ce point-là, là, parce que genre, moi j'ai vu une vidéo quand on préparait pour le planning là, pour l'épisode sur les Olympiques. J'ai vu un vidéo qui parlait des Olympiques de 1936. Puis évidemment, inévitable dans ce sujet-là, ben, le film des Olympiques là, qui a été fait, je me rappelle plus du titre du film, mais le film de Riefenstahl qu'elle a réalisé en se servant des Olympiques comme background pour faire son imagerie et son nazisme, là. Puis même la madame du genre, c'est une vidéo du Museum for Holocaust d'un des États aux États-Unis, genre. Même la madame a tombé dans le panneau de penser que Riefenstahl, c'était une grande pionnière du cinéma, puis tout le kit, tandis que Lol. comme ses amis fachos, tout ce qu'elle faisait, elle, c'est de récupérer des affaires qui existaient déjà ailleurs, puis de juste en beurrer plus épais, genre. C'est ça que Dan va nous expliquer aussi dans la suite du vidéo. C'est ça qu'il faisait avec Triumph of the Will. C'est toutes des affaires qui existent déjà, mais il en beurre plus épais, puis ils disent c'est nous autres, ça a été fait par nous autres, ou ça parle de nous autres, ou c'est encore là Hmm. parce que tout ce que le fascisme sait faire, c'est de coopter, là. Were new. It is simply that no one had previously thrown enough money and resources at propaganda on this scale before. We'll come back to this and develop it in more detail, but I want to be upfront with the fact that you should be highly suspicious of any messaging surrounding propaganda. Okay? So, vocabulary groundwork. We're going to make a distinction about what we mean when we say propaganda. Broadly speaking, propaganda is just any goal-driven ideological message, and a lot of stuff incidentally falls under that umbrella. For example, any official message from an activist community meets the literal definition. Signs encouraging you to, like, pick up after your dog. So, the first thing that we need to make note of is the textural difference between the literal definition of propaganda and how people actually use the word. Contextually, propaganda is used derisively. Hey, ça, c'est quelque chose que j'ai envie de vous expliquer quand il dit How people use the word. Je vois que Ed Quake
Et dans le chat, Edquake, tu me parlais que tu voulais lire Wittgenstein, dont on a parlé, je pense, dans notre dernier stream. Puis, ça, c'est quelque chose. La définition des mots par l'usage. Écoute, moi, j'ai eu une étude de texte là-dessus, sur le livre de Wittgenstein qui explique ça. Ça a l'air. Écoute, il y a bien des affaires qu'on pense du langage, puis qu'on se dit, OK, oui, puis ça va de soi. Ben, non, not the way it works. On pense souvent que, tu sais, par exemple, le langage, c'est ce qu'on appelle juste ce qu'on peut montrer par ostension. Tu sais, quelqu'un qui pointe une table puis qui dit table. Puis qu'au fil du temps, le vocabulaire se construit. Puis que ça se fait comme tout seul. Mais c'est plus compliqué que ça. Comment tu me pointes qu'est-ce que, par exemple? Comment t'expliques qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que? C'est parce que tu vois les gens faire quelque chose avec le langage. Dire, c'est faire quelque chose. Tu dis jamais rien pour rien. C'est ce qu'on appelle l'intentionnalité. Ça a été décrit plus tard par d'autres mondes, mais c'est de dire, tu parles, tu fais jamais juste parler. Tu parles toujours de quelque chose, pour quelque chose. Fait que l'exemple de Wittgenstein là-dessus, Joe l'Indigo dit rien pour rien. Je suis assez d'accord avec ce statement. Puis, tu sais, Edquake, tu sais, je te dirais ce que je vais expliquer là. Si t'as jamais envie de lire Wittgenstein, puis pour qui que ce soit d'autre qui aura envie de lire les recherches philosophiques de Wittgenstein, il commence par ça, là, ce que je viens de vous expliquer là. Il donne l'exemple d'un maçon puis de son apprenti. Puis, mettons, le maçon apprend à son apprenti des mots comme bloc, dalle, puis pierre. Puis là, mettons, il est en train de faire un mur. Puis là, il a besoin de stock. Fait qu'il prend un bout de papier. Il écrit 3 dalles, 5 blocs. Puis là, il donne le papier à son assistant. L'assistant, il prend le papier. Il s'en va voir le gars qui taille les blocs de pierre puis qui fait des dalles. Puis le gars, il prend le papier puis il compte. Puis il donne les dalles puis il donne les blocs. Puis l'apprenti, il revient avec sa barouette, whatever, comment. La question. Quand le maçon, il a écrit ça sur le bout de papier, puis qu'il a donné ça à son apprenti, comment l'apprenti savait quoi faire avec les mots? Puis comment que le gars qui a donné les dalles savait quoi faire? Parce que c'est comme ça que dans ce contexte-là, les mots sont utilisés. C'est pas infaillible comme conception du langage, mais c'est déjà un fucking increase comparé à ce qui était avant. Là. Juste pour vous donner une idée, là, avant ça, c'est ce qu'on appelait la conception augustinienne du langage, puis c'était presque juste ça. C'est ce que je vous ai expliqué avant. C'est Saint-Augustin qui disait que quand il arrivait chez des peuples barbares, tu sais, parce que en tout bon chrétien, il amenait la bonne parole. Puis qui disait Les barbares, ça décrivait carrément le monde qui parlait pas latin. Probablement. À la base, ça décrivait les personnes qui parlaient pas grec. Dans son cas, il y avait la même conception de ça. Ouais, tout le monde à l'extérieur de l'Empire était un barbare. Ça l'avait pas, je veux dire, ça n'avait pas la connotation que ça a aujourd'hui, ce mot-là. Oui, mais je te dirais, en fait, ça commençait à l'avoir parce que c'est un chrétien. Fait que ça commençait à vouloir dire les non-chrétiens, les pas comme moi, les non tu sais. Oui, mais la chrétienté faisait partie de l'Empire à ce moment-là. C'était la religion. Oui, non, mais t'as peu. Je te parle de Saint-Augustin, OK? Là, on parle de quelqu'un qui était dépravé, là, puis que lui, il a eu l'illumination de croire au christianisme, là, puis soudainement, il était mieux que les autres. Là. OK? Fait que là, lui, là, il disait que quand il arrivait chez des gens qui ne connaissaient pas le langage, là, ben, de qui ils ne connaissaient pas le langage, que quand il les voyait pointer, mettons, tel ou tel objet, ben là, il associait l'objet entre l'objet et le mot, puis qu'au fil du temps, ça lui permettait d'apprendre le langage puis de les comprendre. Mais faut que tu comprennes que ce gars-là, il a dit ça, faudrait que je checker l'année, là, mais on parle de fin de l'Empire romain, là, puis ça a été ça la conception du langage
pratiquement jusqu'aux années... entre les années 20 et les années 40 du 20e siècle. Quand même quelque chose, là. Ça n'a jamais été plus compliqué que ça. Le langage pendant 1000 ans lui-même, et il plus. faisait sa petite affaire aussi, là. Le langage, lui, il s'est construit. Ah Ça oui! n'a juste pas été observé puis décrit dans des termes, Ah ouais, mais dans ce un que je veux framework, dire, là. ouais, mais ce que je veux dire, c'est que personne s'est grosso modo posé plus de questions que ça sur qu'est-ce qui Ouais. faisait la Personne, signification des personne qu'on mots. s'en rappelle, tu sais, personne que ça fait Ouais, partie effectivement. Je vais dire, on va dire, ok, excusez, personne en du Occident. collège. Non, excusez, personne en Occident, personne. Oui, je comprends. Ouais, Oui, personne, oui. la première Oui, personne oui. dans Ouais. la ligne des Oui, Lumières à c'est avoir. ça. Ben oui, mais je te dirais. Non, mais attends un peu. Je dis pas qu'il s'est rien dit sur le langage entre-temps, c'est pas ça que j'ai dit. Je dis Non, juste que. la conception était Le- augustine. c'est ça, la conception de la signification des mots n'a jamais changé de tout ce temps-là. C'est ça qui n'a pas changé. Je n'ai pas dit que personne n'a parlé du langage entre-temps. Je vous le dis tout de suite, un disclaimer, ça serait dénaturer ce que je suis en train de dire. Puis c'est pas ça que Wittgenstein montre, puis c'est pas ça que je dis. OK. Fait que c'est de dire que la conception de la signification des mots n'a pas changé. Jusqu'à temps qu'on ait tout un groupe de philosophes au 20e siècle, dont faisait partie Wittgenstein, qui se sont appelés les philosophes du langage ordinaire. Parce que même avant ça, eux autres cherchaient à faire un langage parfait pour des fins de science, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Puis en tout cas, une autre histoire, un autre projet. Mais tout ça pour dire que, tu sais, quand ils parlent ici, là, tu sais, que la définition des mots, que les mots peuvent vouloir dire ce qu'on fait avec, là, même encore aujourd'hui, si on va dans, tu sais, la philosophie de l'esprit, là, philosophy of mind en anglais, là, faire des énoncés, c'est un acte. Ça s'appelle un acte de langage. Tu comprends-tu? C'est ce que nos body-mind font. C'est ce que, c'est la... Puis quand que je parle de body-mind, là, encore une fois, tout ce qui est le constructivisme neurodivergent, ça parle de body-mind. Si vous allez lire Nick Walker, ça parle de body-mind. C'est de même depuis les années 80, puis tu sais, il y a beaucoup de gens qui étudient le cerveau encore aujourd'hui qui ne se servent pas de ce concept-là, puis c'est comme tu peux pas passer à côté, parce que tu peux pas dire que ton système nerveux arrête à ton cerveau, puis que ton système nerveux, c'est tes nerfs, c'est tes membres, tu perçois tes membres comme toi-même. On est des body-mind. C'est de même que tu étudies le truc, tu sais. Ben, même à cette époque-là, tu sais, c'était comme les prédécesseurs de ça, tu sais, c'est-à-dire on est rendu à l'appliquer, tu sais, à l'esprit humain dans son ensemble, mais tu sais, ça a commencé avec le langage puis avec la manière dont on parle. Puis, ben, c'est vraiment... C'est comme ça que les mots évoluent, tu comprends-tu? C'est parce qu'on commence à se servir des mots pour d'autres choses, pour faire d'autres choses, dans d'autres contextes que, tu sais... Je pense que, moi, un concept que j'aime bien, c'est réfrigérateur. J'ai-tu besoin de vous dire qu'au Moyen-Âge, ce concept-là, il n'existait pas? Fait que, tu sais, c'est fait que, tu sais, que les gens qui veulent préserver le français, là, puis qui sont... Ah, hein, faudrait... J'ai pas envie de parler comme au Moyen-Âge, puis j'ai pas envie de... Tu sais, ben, c'est ça. Fait que, tu sais, l'usage, là... Ben, je veux dire, même, assez loin dans le passé, il y avait une boîte, puis il y avait une boîte avec de la glace dont ils se servaient pour garder des affaires froides, là, ou genre, tu sais, ça existait. Je pense que c'est un concept qui devait exister en dehors du réfrigérateur, mais le mot réfrigérateur C'est n'a ça. jamais. C'est ça. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est vrai que, tu sais, certains ont dit que le langage puis que la signification, c'était juste l'usage. C'est pas vrai que c'est juste ça. Par contre, c'est très certainement comme ça que la définition change, évolue, puis qu'on keep up with time, tu sais, je veux dire, c'est ça qui fait qu'on se gangrène pas dans notre langage puis que ça nous empêche de penser des réalités nouvelles, tu sais. Regarde juste comment que les deux femmes qu'on regardait tantôt parlaient, tu sais. Ah, le genre, soudainement, ça veut plus dire juste un homme puis une femme. Ben non. Parce qu'on vit plus en quelque chose, puis qu'aujourd'hui, on a un langage un langage que je qualifierais de moins oppressif, je vais dire ça de même, tu sais, qui acknowledge la réalité de plus de monde. Tu sais, c'est comme ça qu'on évolue, c'est comme ça que ça change, parce qu'on s'est mis à se servir du mot gender différemment. C'est certainement pas quelque chose qui fait. Non, moi, c'est certainement pas quelque chose qui me cause problème, puis c'est certainement pas quelque chose qui me fait peur. Moi, j'espère bien que c'est le même. Contrairement au projet Mm. 2025 et contrairement aux nazis qui, eux, font peur volontairement. It's not merely used to describe the literal characteristics of some text or another, but carries with it a value judgment, with the implicit understanding that propaganda is bad.
Memetically, propaganda represents not just rhetoric, but some degree of dishonesty. Not an attempt to persuade, but to deceive. Not an attempt to inform, but to inflame. And even by this metric, there's still plenty that qualifies as propaganda, from white nationalists spreading false statistics about crime, to corporations trying to paper over the damage they do, to vloggers being paid to pretend to like a video game. So what we're going to do here is draw a fine line between propaganda and propaganda. The distinction being a difference between general propaganda and propaganda generated by and in service of governments. I feel like this is an important distinction to make because there's a potent contextual difference between, say, the propaganda tracts and memes spread by hate groups and those spread by the state. That distinction is order of magnitude. The sheer reach and spending power at the disposal of governments is so far beyond the scope of even corporations that it's a laughable comparison. The US federal government's annual revenue is $3.6 trillion. The largest corporation in the world, Walmart, sees an annual revenue of $482 billion. The 10 largest corporations combined still fall almost $1 trillion short. Global box office revenue comes in around $38 billion. And Pirates of the Caribbean 4 is ranked as the most expensive movie ever made at $378 million. But on the scope of federal budgets, especially those related to the military, its budget is a rounding error. Now, this isn't even touching on the power that governments have to enact and enforce the underlying policies that propaganda supports. The point is that large, motivated governments can effortlessly outspend any other organized entity on the planet, and as a result, their potential for producing and disseminating propaganda exists on an entirely different plane of operation than any other form. When you add in the potential outcomes of that propaganda, influencing the lives of millions or even billions of people, the stakes too dwarf everything else. It is for this reason that we're not going to be talking about propaganda in the abstract, but rather this very specific kind of propaganda. And with that established, triumph of the will. Tant que ça, Lenny quand Riefenstahl's film Triumph. il a parlé du budget du gouvernement des États-Unis, je pensais pas qu'il y avait une si grande différence Ouais, que ouais. ça avec. Ah, c'est énorme, hein. C'est- C'est Ouais, pour ça c'est que quand tu regardes les gigantesque. chiffres qui les inquiètent, comme la Ouais, hein. sécurité sociale puis toutes ces Ouais, hein. choses-là, puis tu vois que c'est un tout petit fragment ouais, de clairement. c'est ça. Comparé aux militaires qui, je veux dire, il parlait de rounding error, je veux dire, juste pendant la guerre ou depuis le début de la guerre contre la terreur, il y a eu un manque à gagner, je veux dire, d'argent qu'ils savent pas où est-ce que c'est allé, un total de 21 trillions, là. Mais tu sais, mais tu sais, Perdu dans le marasme bureaucratique, ça compte même pas le fait que leur budget, c'est de presque 1 trillion annuellement, là. mais tu sais, dans la vie, tu regardes ça, là, tu sais, je me dis, OK, ils dépensent énormément, là, tu sais, même comparé à leurs concurrents comme la Chine puis la Russie, là, tu sais, en termes d'équipement militaire et de puissance militaire, tu sais. Tu sais, d'un côté, tu peux pas nier que les États-Unis ont besoin de ça, entre guillemets. Mais pourquoi ils ont besoin de ça? Parce qu'ils arrêtent Ben, pas le de. maintien d'un empire, ça demande un gros investissement dans le militaire. Je pense Ben que oui, c'est quelque oui, chose oui, non, c'est ça. qu'on sait Mais, depuis mais, qu'il mais y a c'est des quoi un empires. empire? C'est d'envoyer chier tout le monde. Dans la vraie vie, tu sais, si t'arrêtes d'envoyer chier tout le monde puis que tu coopères au lieu de faire un empire, tu sais, Ouais, peut-être que oui, peut-être parce que que là, t'aurais bon. moins besoin de. Mais tu sais, on sait que, je veux dire, depuis que les États-Unis existent, presque le but de leur impérialisme, c'est de faciliter l'exploitation des ressources et des richesses et des peuples par les corporations. Moi, tu sais, quand le monde, ils me disent, tu sais, qu'est-ce que tu fais du besoin de. Moi, je dis souvent le nombre de fois où on se demande, où on reprend une solution parce qu'on a un problème dans un problème, puis qu'au lieu de régler le premier problème, on trouve une solution au deuxième sans penser à régler le premier. C'est Ouais, hallucinant. mais là, tu penses pas aux ordres d'orientaux assoiffés de sang qui Ah, ben vont oui, nous clairement. envahir la seconde qu'on arrête de les taper sa tête Moi, avec des bombes de 2000 livres. moi, mon problème dans un problème là, que je préfère, c'est la redistribution des ressources. Ça, là, s'il y a un arnaque, là, vous allez me dire, hein, de quoi, de la redistribution des ressources? Ben oui, il faut redistribuer de Elon Musk. Oui, je comprends, là. Je comprends. Présentement, dans un monde capitaliste. Mais tu sais, c'est ça l'idée. Pas les ressources sont mal attribuées au départ. Exactement. Tu sais, comment ça- tu sais, Encore un si on a callback à besoin, notre premier épisode. si on a besoin de les redistribuer,
c'est parce qu'on a d'abord eu besoin, c'est parce qu'on les a d'abord, on les a laissés s'accumuler. C'est ça le problème. Tu sais, comment ça qu'on les a laissés s'accumuler à ce point-là, au point d'avoir besoin de les redistribuer à ce point-là? Parce que, tu sais, la redistribution, comme le professeur Wolf disait, tu sais, ça crée des tensions, tu sais, je veux dire. Puis ça, tu sais, je pense que c'est très réel. Le nombre de monde qui disent Ah, le gouvernement vient me prendre mon argent. Moi, un de mes préférés, c'était un de ceux qui disait qu'il était d'accord avec Duhem parce qu'il était d'accord avec la liberté économique, c'est-à-dire le droit de faire ce que tu voulais avec ton argent. Tu sais, on parle de propagande, puis de langage de la propagande. T'en veux-tu un beau? Là. C'est bright. Tu sais, la liberté économique. T'sais. Concept opérationnel auquel tu peux faire dire n'importe quoi. Écoute, va falloir écouter un Franck Lepage à un moment donné dans un cinéma. Il va falloir que la conférence gesticulée, là, c'est un incontournable. Il va falloir qu'on écoute ça maintenant. Ça va être. On checkera combien de temps ça dure. Ça dure 3 heures. On verra où est-ce qu'on le met. Ça dure 3 heures. Ah, ça fait le cinéma su, même pas besoin d'introduction. Ah oui, là, ça, c'est ça. C'est grosseur Dr. Fatima là, en termes de longueur de vidéo. Là, fait que. Quake, en vrai, les riches gagnent ce game-là. C'est le fun, la liberté économique. Quand tu startes une game de Monopoly puis qu'il y a un hôtel sur chaque case, ouais, c'est ça. C'est ça exactement. His villains isn't the beginning of propaganda. It's not even the beginning of motion picture propaganda. Well, heck, it's not even Riefenstahl's first propaganda film for the Nazis. And I'm going to use that as a segue into some contextual history. In 1933, Riefenstahl documented the annual Nazi Nuremberg rally in the film Der Sieg des Glaubens, Victory of Faith. However, that film is significantly less well known. Filmed at the August 1933 rally celebrating Adolf Hitler's appointment to the position of Chancellor of Germany in January of that year, the film heavily features founding Nazi Party leader Ernst Röhm. Röhm would be executed a year later in July 1934 during the Night of Long Knives, a sweeping ideological purge of socialist and working class leadership in the Nazi Party, after which it was ordered that all known copies of Victory of Faith be destroyed as part of an attempt at rewriting history, erasing Röhm's contributions to the Nazi Party. Due to the high profile of many of the people killed in the purge, it was impossible to cover up the illegal executions, so Hitler had the cabinet just make them legal after the fact. A month after the purge, August 1934, President Hindenburg died, and by the middle of August, the roles of president and chancellor were merged, making Hitler both the head of state and the head of government. With all of that in mind, a number of very high-profile crimes, followed by a complete restructuring of the government, in September 1934, Hitler and his party had a vested interest in reinforcing the perceived legitimacy of the regime and preparing the populace for the wars that were to come. And to that end, they hired Riefenstahl to make a second propaganda documentary out of the now annual Nuremberg rally. Now, let's talk about the language of propaganda. From a filmmaking perspective, propaganda uses all the same grammar as any other example of the medium. Contrast, association, implication, these are all the bread and butter of assembling any visual narrative. As an example, we're going to look at something a little lighter than Nazis and take a look at Return of the King. So Return of the King has a scene where Denethor has sent Faramir out to die on the battlefield, and the film cross-cuts between the battlefield and the hall at the palace where Denethor is having dinner. The three main things of interest are Denethor's eating, Pippin's singing, and Faramir's riding. The film pays particular interest to the squishy sounds and sloppy process of Denethor's eating, which, when juxtaposed with Faramir's suicide mission, creates thematic implications, that Denethor is a careless, sloppy glutton who consumes the lives of the people around him. He discards his son's life with the same grace as he squishes a tomato. Where Pippin and Faramir are highlighted by their faces, their personages, Denethor is largely viewed from severe angles and segmented, reduced to his hands and his giant consuming mouth, a visual parallel matched by the deformed orc Gothmog. Denethor breaks bones and blood runs down his chin, images which are juxtaposed with the blood streaking the faces of the orcs preparing to slaughter Faramir's troops. This is all compounded by Pippin's song, which essentially just commentates the contrast as it happens. The messaging here is pretty straightforward. Denethor is villainized, a parallel is created between him and the orcs. Heck, if anything, it's ridiculously heavy-handed.
The point of this example is to drive home the fact that there really is no difference in the editing grammar used in one genre versus another. The same process of creating implications, of villainizing or lionizing through juxtaposed imagery, works the same regardless. Where propaganda diverges is in the nuances of how the message is delivered. One of the sand traps of discussing ideology in cinema is the demand of narrative. Story, at least in the European tradition, requires conflict. Characters must be flawed, they must make mistakes, their opponents must get the better of them. Things in some way, shape, or form need to get bad, need to entertain uncertainty. In Return of the King, a conventional story, Denethor's actions must bring Pippin and Gandalf and Faramir low in order to create the tension that will be relieved later in the story when the conflict is resolved. However, these basic mechanisms of narrative tension are at odds with the needs of propaganda, because weakness, failure, and uncertainty are anathema to the propagandist. The subject of propaganda has no arc but upwards. They begin strong and end stronger. They crush all that oppose them. Their opposition is flimsy and victory is trivial. They win so much that the audience gets tired of all the winning. This is the point. Triumph of the Will is no different. It is interminable in its assertion of the strength of the Nazi Party, the promise of victory, and the uselessness of the opposition. Alright, well actually it is a little bit more complicated. See, propaganda does still require a worthy foe, or more accurately, a foe that justifies the volume of force that the propagandist is trying to rally. Triumph of the Will and Nazi ideology in general is obsessed with both the unstoppable might of the party and the need for that unstoppable might to be levied against the paradoxically weak degenerates who secretly control everything. Umberto Eco, in his 1995 essay Fascism, describes this particular ideological quirk. The Petite anecdote, il n'y a pas vraiment un essai qui s'appelle The Fascism. Oui, vous allez le trouver sur Internet, oui, vous allez trouver ça. Mais c'est un extrait d'un texte plus long qui s'appelait 5 questions de morale, puis c'est juste un extrait qui concerne, qui dit ce qu'il dit dans ce bout-là. Ah, cool. Ça a été publié. Il y a beaucoup de choses d'Umberto Eco qui ont été publiées, tu sais, soit que c'est un extrait de quelque chose, soit que c'est un compendium de quelque chose. Tu sais, comme il y a un livre qui est publié en français sous le nom de La guerre du faux, mais c'est un compendium d'articles qui a été écrit au fil des années 70-80 qui est sur des sujets divers. Tu sais. C'est intéressant, c'est très intéressant. Là. On pas... s'est fait Mandala Effect, l'idée qu'il y avait un essai qui s'appelait Fascism. Ouais, c'est ça. Mais je ne sais pas si ça peut s'appeler un essai à l'intérieur d'un recueil. Ouais, mais je sais La pas. terminologie, en fait, je ne suis pas certain. Ouais, c'est ça. Non, mais tu sais, comme je te dis, il faudrait aller checker. Je sais même pas si c'est Umberto Eco lui-même qui a demandé que cet extrait-là soit publié à part ou tout ça, mais tu sais, ça a été publié officiellement. Là, je veux dire, j'en ai une copie, moi, du livre en français qui s'appelle Reconnaître le fascisme. Là, c'est le même livre. Là. Si vous lisez l'anglais, vous pouvez le trouver en PDF sur Internet. Là. C'est ultra easy. Followers must feel humiliated by the ostentatious wealth and force of their enemies. However, the followers must be convinced that they can overwhelm the enemies. Thus, by a continuous shifting of rhetorical focus, the enemies are at the same time too strong and too weak. Fascist governments are condemned to lose wars because they are constitutionally incapable of objectively evaluating the force of the enemy. All right, let's back up and revisit a previous accusation. Triumph of the Will is not a triumph of cinema, but of budget. One of the central arms of attack that Triumph of the Will uses is, in its very essence, its existence as a grandiose, long, expensive, complex production. None of the filmmaking ideas used were new. Putting a camera in the back of a car wasn't new. Tracking shots weren't new. Low-angle shots weren't new. Aerial shots weren't new. The only thing new was scope. Every scene goes on and on for minutes at a time. There are not a few aerial shots, there are hundreds. There is not a camera observing the parade as it passes, there are dozens of cameras embedded in the very fabric of the parade. To the modern viewer, it may seem aimless and shoddily paced, with montages that just go on and on and on, long after the point has been made. But that's the point.
It is not merely a demonstration of presence, but of volume. The indulgence of it, the conspicuous. Tu sais, quand on parlait de il y a quelques semaines que le fascisme marchait à la fascination, là. Mhm, Tu sais, quand je vous mentionnais, tu sais, quand je te demandais tantôt si tu avais déjà lu un fasciste, là. mhm. Pour ceux qui sont moins axés lecture, là, prenez un truc comme Triumph of the Will, là, puis regardez ça. Ou pas. Ou pas. Mais, Je sais pas si on veut pousser de ben, la propagande nazie. Faut se rappeler que c'est de la propagande nazie. oui, oui, mais moi, ce que je veux dire, c'est que. Mais je veux dire, l'effet psychologique du Oui, overwhelmé, oui. genre par le genre le volume, comme qu'il disait, de la Même, grandiosité du même quand tu le nazisme, mais sais, ça, tu le sens. ça, c'est une technique de culte aussi, Oui, genre oui, oui. d'overwhelmer les sens, genre pour créer Ah oui, l'abandon clairement. genre à l'idéologie, là. Clairement, ça s'adresse à, tu sais, à l'émotif, tu sais, puis pas à l'intelligence, puis rien. Mais mon point, c'est de dire, même quand on le sait, on le sent. Puis, je dis pas que je me surexpose à ça. Mais je te dirais, de temps en temps, je m'expose volontairement à ça. Pas, tu sais, juste pour me pratiquer, pour que quand ça arrive dans la vraie vie, là, tu sais, je m'expose dans un contexte où je le sais, là, tu comprends-tu que, bon. Juste pour que quand je vais arriver dans un contexte où, tu sais, je le saurais pas d'avance, là, tu sais, parce que, tu sais, comme les spécialistes disent, ce qui détermine qu'il est un fasciste, c'est pas ce qu'il dit, parce qu'il dira pas qu'il est un fasciste, tu sais. C'est ce qu'il fait, tu sais. Mais tu sais, dans le moment où on me le dira pas, là, ben, je veux savoir que quand je le sens, là, j'ai raison, tu comprends-tu? Et Si on, si on, si on il- externalise le fascisme comme quelque chose qui est alien et ouais, trop différent de nous, puis que c'est externe, puis que ça pourra jamais arriver ici, puis ce genre d'idée-là, ben, ça amène de la hum, complaisance, puis ça amène de la effectivement. vulnérabilité. Ben oui, Euh, on arrête d'être aware à cette sensation-là de fascination, de, tu sais. Puis l'idée, c'est pas de dire fiez-vous à votre ressenti. Non, non, c'est pas ça. C'est de dire sachez reconnaître quand on s'adresse à votre ressenti. C'est ça que ça veut dire. Bien dit. Tu sais, quand que j'avais déjà mentionné cet exemple-là dans un stream, quand que j'avais suivi mon cours d'histoire du 20e siècle, dans mon manuel scolaire, il y avait une phrase ça venait d'un discours de Hitler, puis ça décrivait tellement il appelait ça l'abnégation. Ça disait votre raison vous a déconseillé de venir vers moi. C'est votre instinct qui vous y a guidé. C'est une traduction, évidemment. Mais, tu sais, là, tu sais, dans la catégorie arrête de penser, là, puis fais juste suivre ça, là. Ça, là. Tu sais, la fascination, le fait que tu regardes ça, là, puis que tu arrêtes de penser, là, que tu regardes les angles de la croix gammée qui est là, le monde qui s'aligne, qui bouge tout en même temps, qui font tout zig, en même temps, qui font tout. Tu sais, ah, Pour en revenir à notre projet 2025 de plus tôt, je veux dire, c'est Trump qui a dit ben, votez pour moi, puis vous n'aurez plus jamais besoin de voter. hum, vous n'aurez plus jamais besoin de penser, de vous poser la question. Vous allez être sûr que moi, je vais Hein? guider la Compris la nation. politique? Vous êtes fatigué de cette merde-là? Ben, Hein, regarde, votez pour moi, puis ça va tout être fini. hein. And this is how liberty dies with thunderous applause. Cost is as much a message of the film as any other, intended to tell the viewer that the economic might of Nazi Germany is so great that even their propaganda is casually one of the most expensive productions to date. Every visual implication of wealth, strength, and power is made and then repeated and repeated and repeated. Hitler descends from the majesty of the heavens. The old and weathered architecture of Nuremberg is peppered with Nazi icons, tying the new regime to the perceived wealth and stability of Hitler descend tellement de la mythologie of the Heaven, tu sais, que, écoute, dans un régime où l'idéal est un homme grand et blond et musclé, Hitler est petit, brun et plutôt intello. Congrats. ages Je veux dire, past. Children il gaze s'est in fait awe on their Jewish glorious, humble aussi leader, a après sa man so défaite là, en masse. Là. Ouais, mais C'est ça. moi ça, je m'en fous, Jewish or not, là, tu sais, Non, non, mais encore là, ça dénote leur hypocrisie. Là. Aussitôt que genre tu peux plus t'en servir, ben là,
tu te mets à le tu sais, Oh, c'était pour faire un ouais. parallèle avec la transvestigation qui afflige, en ce moment des personnes comme Elon Musk et lui. Andrew Tate? Kyle Rittenhouse ou Andrew Tate, là, c'est ça. Aussitôt que tu arrêtes d'être utile, ben, tu deviens, un ennemi potentiel, là. Ou tu sais, il a parlé de Rome tantôt, puis je veux dire, on n'a pas eu besoin de faire une pause pour expliquer que Rome, l'excuse qu'ils ont utilisée pour légaliser, son meurtre, c'est que c'était un homosexuel, là, puis, C'est ça. c'était un nazi homosexuel, puis, en tout cas, il voyait pas, tu sais, il pensait qu'il était safe parce que c'était un nazi, puis non. Finalement, aussitôt qu'il a arrêté d'être utile ou, identifié comme un problème potentiel, ben, il était rendu de l'autre côté du cercle. Ouais, un male supremacist qui s'est fait, tu sais, Il s'est fait qui pen male supremaciser. qui s'est fait male supremaciser. J'aime bien ça. So blessed by the gods that even cats take notice of his passing. The Reich is juxtaposed with churches, with the pastoral calm of the rising sun, with efficiency, with a bounty of food, and, of course, with an endless supply of soldiers. Troops march, and march, and march, and march. The Nazi army does not merely exist, it goes on and on and on and then on a little more after that. Now, there is no arc to the film because there is no conflict. Look at us. We're amazing. There is no story, there is only message. Oh, it's mostly lies, by the way. Internally, the Nazis were a mess. They had, after all, just assassinated a number of their own high-ranking officers, and the army, which outnumbered the SA and SS, was still very much on the fence about their support for the regime following the death of Hindenburg. Germany was still very much at risk of tipping into a civil war between the Nazis and the Wehrmacht. The whole point of the rally was to make the film, and the whole point of the film was to project an image of an unstoppable, overwhelming, wealthy, happy, fed, and unified Nazi Germany to demoralize opponents and embolden supporters. In fact, there's a message back there that you probably wouldn't even catch. That whole thing about the army. The actual German army, the Wehrmacht, is barely in the film. There's one scene of cavalry being inspected, but that's about it. All the rest of that endless sea of troops are SA and SS troops, which were organs of the Nazi Party, not of the armed forces. It is a conscious exclusion meant to establish a pecking order between the Nazis and the Wehrmacht, to make the potentially disloyal members of the army feel small, overwhelmed, unimportant, and outnumbered. Throughout the film, the odious aspects of the Nazi ideology, the concentration camps, which had already been operating for a year by that point, the political assassinations, the racism, these were all downplayed or absent, left unstated. The message is clear and singular. We are strong and prosperous, and anything we choose to do is justified because it works, and religious imagery is then tapped to consecrate that justification with divine favor. Historically, this is also where we start to really see the public beginning of Nazi paganism, with a parade of Nazi flags being ceremonially consecrated by touching them to the Blutfahne, a flag that they claimed had been carried by the Nazis killed during the Beer Hall Putsch. Now, the relationship between the Nazis and religion is super complex and interesting, and you should definitely look into it. Lots of books out there on the subject, but if you can get your hands on a copy, definitely check out Urania's Children. It's a really interesting short read about astrology that's been out of print for decades, and the occult roots of Nazism. The short of it is that Nazism was a theological goulash. They made heavy use of Christian symbology and tried to turn the numerous German churches into an organ of the party through the confessional church, but this was largely a means to an end. They didn't tap into Christian imagery because they shared Christian values, they did it because those images have emotional meaning to the people. Simultaneously to this, they were co-opting any religious symbols that they felt supported their own claim to power, adopting the Je sais pas s'il va le mentionner. On est plutôt à la fin du vidéo. Je pourrais aller voir Urfascisme en anglais. J'ai malheureusement pas ma copie en français avec moi. Je l'ai passé à quelqu'un. Mais il y a un élément du fascisme qui est important, qui est mentionné dans le livre d'Umberto Eco, qui est le syncrétisme. C'est-à-dire que il peut pas avoir de contradiction. Pas dans le sens que il peut pas avoir de contradiction quand on examine l'idéologie de manière interne. Au sens que quand il y en a, faut faire comme s'il n'y en avait pas. Puis qu'il faut que des choses qui sont, je vais dire, contradictoires, qui ont rien à voir l'un avec l'autre, cohabitent ensemble
dans une espèce de... Tu sais, ce qu'on a appelé pendant la pandémie, tout est dans tout, là. Tu sais, que... Ouais. que, Ben, que, ça prédate un peu la Oui, pandémie, oui, là. oui, oui, mais tu sais, je veux dire, je fais juste donner la formulation moderne de ça, là, tu sais, je vais dire la plus récente de ça, tu sais. Tu sais, ce qui est, ça fait sens si ça fait sens pour toi, tu sais. Umberto Eco, Ou, tu sais, aussi, je veux dire, on peut dire de hand-waver des problèmes, des contradictions dans la chrétienté en disant, ben, Dieu travaille de façon opaque, là, in mysterious oui, ways, oui, là. aussi, Donc, aussi, ça fait. mais moi, j'aimais bien l'exemple d'Umberto Eco, justement, c'est pour ça que je le mentionnais, là. C'était, il disait, tu sais, il dit, si vous allez dans les boutiques New Age, vous allez trouver des choses sur l'ésotérisme, des choses sur Stonehenge, aux côtés de Saint-Augustin, qui, pour autant que je sache, n'était pas fasciste. Mais le fait de faire cohabiter Stonehenge et Saint-Augustin, ça, c'est des signes du fascisme ou de l'ur-fasciste, comme il dit ici. Quand on Mhm. parle du ur quelque chose, là, c'est comme le modèle de quelque chose qui fait que toutes les autres variantes sont ça. Tu sais, comme je Ben, je donne pense souvent. que ça peut dire littéralement éternel, là, je pense. Le fascisme Ouais, éternel ou la continuité du fascisme, en tout quelque cas, c'est chose de comme même ça. qu'il voulait le dire, là. Ouais, ben écoute, moi, la première fois que j'ai vu ce terme-là, c'était sur une carte Magic de Gathering, puis la carte s'appelait le Ur-Dragon. Tu sais, puis l'idée, c'est le dragon qui a donné naissance à tous les autres dragons, qui fait que tous les autres Ouais, dragons c'est sont ça. des dragons. Tu sais, Séminal. c'est ça exactement, le template sur lequel sont mesurés toutes les autres. Fait que, tu sais, le Ur-fascisme, c'est comme le modèle théorique, tu sais, du fascisme. Tu sais. Fait que, tu sais, c'était... tu sais, quand on parle des fois, là, tu sais, dans le discours public, t'as ce qui est dit, puis t'as le fait de le dire, tu sais. Je vais vous donner un exemple. Tu sais, mettons, vous avez des enfants qui vont poser des questions sur, par exemple, la première fois qu'ils vont entrer en contact avec des personnes racisées ou bien des personnes trans ou des choses comme ça, qui, si les mêmes phrases, s'ils étaient dites dans la bouche de certains adultes, seraient considérées comme racistes ou transphobes. Mais la différence, c'est qu'on sait que l'enfant, il est juste à son premier contact avec quelqu'un, puis il pose la question pour avoir honnêtement la réponse. Fait que tu vas y dire, puis bien souvent, il va faire OK, puis il va comprendre que c'est comme ça. Tu sais. Puis versus un adulte qui va poser la même question, lui, il est en train de faire quelque chose. Tu sais. Le fait qu'il a dit quelque chose, ça sert à intimider la personne. Tu sais. Prendre un exemple facile comme genre, toi, t'es-tu un petit gars ou une petite fille? Exact. C'est ça, exact. Tandis que, tu sais, mettons, je sais pas, moi, tu sais, je donne un exemple, tiens, mettons un enfant qui, pour la première fois, qui croise une femme trans avec une voix un peu grave, qui demande pourquoi la madame a une voix comme ça, ben, la différence entre ça, puis le gars qui arrive à toi, pourquoi tu parles de même? Pas tout à fait la même question, tu sais, tu comprends-tu? L'enfant, lui, tu y expliques pourquoi, puis dans des mots qu'il est capable de comprendre, puis c'est ça qu'il te demande. Lui, il veut sincèrement la réponse à sa question, tu sais. T'as Moi, t'as je t'as ce pense que qui la est meilleure dit. réponse à ça, c'est d'y lâcher un scream de deathcore, genre. Toi, pourquoi tu parles de même? Brrrr! Je suis pas sûr, moi. Je suis pas sûr, moi, le kid de 4 ans, là, mais tu sais. Mais bref, c'est ça, Non, tu sais. non, on parlait du monsieur, pas du kid de Ah, 4 ben ans. oui, ben oui, On j'avoue fait que le pas peur monsieur. aux Ah, enfants ben à oui. l'antipode. Ah, ouais, non, ça, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Mais bref, tout ça pour dire que, tu sais, avec le langage, on fait des choses. Il n'y a pas juste ce qu'on dit. Il y a le fait de l'avoir dit dans un moment, tu sais, comme je parlais tantôt, là, tu sais, bloc puis dalle, là. Tu sais, si je dis bloc puis dalle à la plage, le maçon avec son apprenti, ça a un contexte, tu sais, il a fait quelque chose avec ça. Il y a ce qui est dit, puis il y a ce que le fait de le dire. Puis ça, là, moi, je pense que c'est important de le mentionner parce que les fachos vont souvent utiliser cette tactique-là. Ils vont dire, ben quoi, ce que j'ai dit, c'était pas grave. Ouais, ce que tu as dit, ça semblait peut-être pas grave. Mais le fait de l'avoir dit là, dans ce moment-là, à cette personne-là, tu as fait quelque chose avec ça. Tu as intimidé quelqu'un. Tu comprends-tu? Tu sais, même si le Quelqu'un truc est. qui est habitué à C'est ça. voir au travers de la rhétorique, ben là, c'est évident, genre. Fait que, Tu sais, genre. Ah, tu sais, je le dis souvent, ça, dans des argumentaires qui durent plus trop longtemps que j'ai avec des personnes très à droite, disons. C'est genre, regarde,
Moi, je le sais, c'est quoi tu veux dire, là. Genre, je sais pas pourquoi tu essaies de, genre, don't be coy with me, là. Genre, moi je le sais que tu fais pas juste poser des questions, là, tu sais. Ouais, non, c'est ça, exactement. Tu sais, l'enfant, lui, il fait juste poser la question. Tu sais. Toi, là, toi, quand tu demandes pourquoi la femme trans parle de même, c'est parce que tu es en train de l'intimider. Tu veux qu'elle se sente pas safe. Tu sais, tu comprends-tu? C'est ça que tu es en train de faire. Tu sais. Tu t'en fous de la réponse à la question, là. Ouais. What is a woman? C'est ça. Le but, c'est pas de répondre à la Exact. question, c'est de la poser. Hein? Exact. Disparate trappings of both Odinism and Hinduism. This goes just as well for their approach to science and their embrace of pseudoscience. It doesn't matter what form it comes in, as long as it reaches the desired conclusion. In the words of Hannah Arendt, science is only a surrogate for power. This is actually important. One of the main mechanisms of propaganda is to plant the idea of precedent, to alter the audience's own sense of history and the world, and appeal to the seemingly objective authorities of God, history, and science. One of the most common uses of propaganda is to make new institutions seem much older than they really are by injecting themselves and their ideas into history, what Umberto Eco described as a cult of tradition. Nazi architecture is monumental in design, evocative of classical Greek and Roman. Triumph of the Will places the new Nazi party alongside centuries-old churches. Nazi eschatology dredges up Old Norse runes to suggest an unbroken pure lineage between the ancient and the present. Nazi pseudoscience says that the murder of Jews in Roma is acceptable because of blood. The point of it all is to center the party in every aspect of life, to make the party the mouthpiece of the gods. This is why there's all that bunk about Riefenstahl being a visionary director. The legacy of Triumph of the Will is muddled because it was intentionally muddled. The party was trying to inject itself into everything, into history, into art, into religion. They made their own movie and had their own critics praise it to make it important. Despite being funded entirely by the government, Triumph of the Will was released commercially to distance it from the party just enough to add a patina of legitimacy, to suggest that Riefenstahl had captured something unique and organic. And it worked. To this day, we continue to use Triumph of the Will as our reference point for the mental construct of the Nazi regime, which I want you to think about that. Our idea of the Nazis is deeply informed by a propaganda film produced by the Nazis for the explicit purpose of creating that mental construct. This right here is exactly the image they wanted you to think of when you thought of them. Le vidéo finissait pas mal sur le point que j'essayais d'amener au début, là. C'est la propagande nazie elle-même est reproduite après le nazisme par les personnes qui prennent trop ça au premier degré, là. Puis ça, c'est un phénomène. Moi, j'appelle ça du myth building, là, en fait, là, le mythe de l'espèce de puissance militaire instoppable des nazis, en fait. C'est encore quelque chose qu'on sait Mandela Effect là, jusqu'à aujourd'hui. Là. Il y a encore beaucoup de documentaires qui se palment devant la brillance de leur manœuvre, puis tout le kit. Tandis que je veux dire, les côtés brillants, ben, ça a été coopté à l'Empire, en fait, qui était là avant eux. Là. C'était déjà des affaires qui étaient recherchées avant les nazis. Là, le système militaire prussien était déjà, à l'époque, était toujours, en fait, à l'avant-garde. Ils ont un peu pris avantage de ça. Ils ont pris avantage du fait qu'ils ont été capables de, genre, vraiment canaliser toutes les ressources dans le militaire, même si c'était absolument pas sustainable à long terme. Puis, c'est genre des chances de l'effet du chaos d'une campagne militaire qui après ça ont été virés comme des actes de brillance, là, comme le Blitzkrieg qui est vraiment l'exemple premier de ça, là, à mon avis. Puis je pense que c'est important de casser en fait ces mythes-là parce que genre c'est avant tout des gros hommes-enfants empotés avec pas de créativité, pas d'innovation, aucune idée propre à eux-mêmes, qui font juste
tout voler puis prétendre que c'est d'eux. Là. Écoute, moi, je vais te résumer ça d'une manière très, 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 très simple. C'est des Pour une fois, oui. c'est des ultra-conservateurs. Tu penses-tu vraiment qu'avoir des idées nouvelles, c'est encourager puis valoriser dans un régime comme ça? Enfin, ils n'arrêtent pas de parler d'innovation, ce monde-là, mais c'est ça. L'innovation, c'est toujours dans un but régressif, là, finalement. Hum, Ou l'innovation, ben, pour imposer par la force. Ça. Quand ça les arrange. Tu sais, on parlait de George Orwell tantôt, là, puis que je disais qu'ils sont en train de faire, qu'est-ce qu'ils disent, être capable d'avoir simultanément une croyance puis son contraire, là, c'est ce qui est appelé le double think, tu sais. C'est-à-dire la croyance de croire que toute la vérité est révélée d'avance dans le passé puis qu'il faut idolâtrer le passé, mais qu'en même temps, on est les leaders de l'innovation dans le cas des nazis, du peuple allemand, dans le cas de n'importe quel facho, là, c'est toujours on va revenir avant, comme c'était avant, puis ça va nous amener en avant vers le futur. C'est comme une contradiction en soi. Puis plus t'es haut dans la hiérarchie, plus tu vois à quel point c'est une farce. Donc, plus il faut que tu fasses de double think. Fait que celui qui se ramasse au top, puis ça, moi, je trouve tellement qu'on le voit quand on regarde Donald Trump, là, c'est la capacité d'aveuglement. Être capable de concevoir, tu sais, que tu es en train de crosser tout le monde, tout en disant tout le temps, incluant à toi-même, que tu es en train de crosser personne. Puis que t'es la Ou que puis que même c'est t'es pour leur bien, ou que puis c'est la ouais, puis chose que la c'est plus pour leur bien, naturelle puis que du t'es monde. la quintessence de la bienveillance, puis de l'intégrité, puis de la ci, puis de la ça, que t'es un héros qui va sauver la planète des méchants pédosatanistes, bla 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 Je bla veux dire, bla. ça, c'est un langage que Trump a appris sur le tas aussi. Là. C'est pas Oui, genre. m C'est m pour ça que c'est maladroit et shallow ah comme ouais, ça, là, mais parce que prétendre d'être populiste, c'était anathème au ah reste ouais, de ouais, sa mais vie, là. ah C'est ah juste ah parce que là, c'est la méthode qu'il faut qu'il utilise pour accéder au pouvoir, mais c'est le contraire de ça, là. Toutes, toutes ces affaires, en fait, sont tellement gaudies que même les bourgeois trouvent que c'est trop oui, tape à oui, l'œil, oui, son oui, affaire, là. oui. Oui, mais même je te parle, là, je te parle pas juste de la présidence de Trump, là. Je te parle de Trump. Lui, là, tout ce qu'il a fait dans sa vie, là. Tu sais, Ouais, moi aussi, je parlais de tout ce qu'il avait fait dans sa vie, là, justement. sa présidence, puis tu sais, ses présentes déclarations, puis tout, name it, QAnon, name it, là. C'est tout, tu sais, je veux dire, là, c'est juste le summum, là, c'est la fin du. Ben, la fin, je peux pas dire c'est la fin, mais c'est le plus récent de son parcours, puis c'est juste l'échelon auquel il est rendu, là. Mais ce double think-là, cet aveuglement de, tu sais, il est là depuis. Là, c'est la quintessence de son existence. Si tu me demandais de résumer la vie de Donald Trump en un mot, je te dirais double think. Puis, écoute, Je me demande si Simple Think, en fait, là, mais bon. non, non. il- Je veux dire, c'est un trou noir d'émotions non assouvies et de demandes d'attention. Et c'est ça la genèse de Trump. Là. Puis là, il est tombé sur quelqu'un qui l'a encouragé puis qui l'a groomé pour devenir un opératif politique. Et c'est ça que ça l'a donné à long terme. Là. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que si tu me demandais le concept qui décrit Donald Trump, là, c'est la capacité à tenir une croyance, puis la croyance contraire en même temps. Ouais, ben ça, c'est plus le Trumpisme, mettons, que Donald Trump, parce que lui, il n'a pas de Oui, croyance. Sa mais. croyance, c'est juste je veux, moi, tout, 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 là, puis je Oui, veux être. oui, Je veux recevoir toute l'attention et oui, tout oui, le praise. oui, non, Et, non, oui, oui, je le sais. Mais c'est ça mon point, c'est de dire, lui, étant, on va dire par définition, le Trumpiste le plus Trumpiste, on va dire ça comme ça. Ben, plus tu es au sommet, tu sais, parce que je veux dire, il a quand même été président des États-Unis, plus il est obligé de faire ce double think-là, plus il est obligé de s'auto-aveugler comme ça. Tu sais, justement, lui, je trouve qu'il est représentatif du phénomène que, tu sais, comme je disais, qu'on parlait de George Orwell tantôt, là, que avec nos amis de la Heritage Foundation, tu sais, que je disais que
ils font ce qu'ils sont en train de dire, ben, je pense que, écoute, quand on parle de doublethink, puis quand George Orwell il disait que plus tu es haut dans la hiérarchie du parti, tu sais, de ton culte, on va dire ça comme ça, plus il faut que tu fasses de doublethink, ben moi je dirais, regarde Donald Trump, là, puis c'est exactement ça. Doublethink d'un bout à l'autre. Tenir une croyance puis son contraire. Carrément. En tout cas, moi c'est l'analyse que j'en fais. Là. Ben, encore, ça marche pour le Trumpisme, mais ça marche pour le fascisme en général. Là. Oui, ben oui, ben oui. Toujours, Clairement. c'est comme ça revient au syncrétisme de tantôt aussi. Il faut que ça s'aille seamless entre une Mhm. chose et son Mhm. contraire, que ça Mhm. s'aille consistant dans avec toute leur inconsistance. Exactement. C'est aussi le vidéo qu'on a regardé, c'est une bonne mise en bouche en fait pour le vidéo qui Oui, va être la partie principale parce que justement, c'est des éléments de langage qui sont pas nécessairement. Il prend pas nécessairement le temps de s'étendre là-dessus, là, sur ce genre de ouais. justement le syncrétisme puis tout le kit, genre. Ça fait que ça va aider en fait à la compréhension de son prochain vidéo. Fait que je vous propose. Écoute, on a fait ça en à peu près 1 heure. On a été quand même bon. Hein, fait que je vous Non, je pense propose. que on est right on time Ouais, on est right on time. pour Fait le programme. que je vous propose une On petite s'en pause. vient bon. Exactement. Une petite pause musicale, puis question de. Tu sais, moi, je me fais un refill de café, puis Mhm. petite pause toilette, puis après ça, on enclenche le programme principal de la soirée. Écoutez dans tout ça, mais on revient dans un instant.